Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de vous accueillir à ce premier Selling Café. Nous avions organisé avec Pile pendant le Covid, ça date un peu des visio-cafés pour nous donner l'occasion de continuer à papoter sur les sujets de voile de compétition. Et donc aujourd'hui, on vous propose de relancer ce cycle et en commençant par un retour technique sur l'Arca Ultimate Challenge qui vient de se terminer. Les bateaux viennent juste de rentrer chez eux. Je vais passer la parole à Pierre-Yves Lautroux qui va animer ce premier webinaire. Donc, on vous donne rendez-vous aussi pour les prochains. On vous donnera les dates à la fin de la réunion. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver ensuite et le partager. Et je vous invite à poser des questions dans le fil de conversation. On regardera un petit peu les questions qui peuvent être posées pour les poser à nos intervenants du jour. Eh bien, Pierre, je te laisse la parole en te remerciant et je remercie au passage nos intervenants pour cette petite heure qui nous est consacrée. Merci. Merci Bravo. Arnaud. Merci Arnaud, bienvenue à tous et à toutes. Je vais faire un petit tour de piste rapide, même si vous connaissez très certainement les noms. Alors, je n'ai pas d'ordre j'imagine que la mosaïque d'écran n'est pas la même pour tout le monde, mais je vais le faire par ordre d'apparition de mon côté. Donc, tout en haut à gauche, pour moi, c'est Elie Canivinck. Tu peux faire coucou, même s'il y a ton nom. Voilà. Bonjour à tous. Salut Elie. Elie qui est le responsable technique de Sodebo. Ensuite, juste à côté de lui, pour moi, peut-être pas pour vous, il y a Jérémy Place, qui est son alter ego chez Team Actual, sous le soleil de la Trinité, ce qui n'est pas le cas à Lorient. Et puis, tout en bas à gauche pour moi, c'est Xavier Guilbeault, qui est architecte chez VPLP. Voilà. Bonjour à tous. Qui est l'auteur de plusieurs des bateaux, avec son cabinet, qui est l'auteur de plusieurs des bateaux qui ont fait ce tour du monde. Et on va avoir, si tout va bien, on aura dès qu'il aura déposé ses enfants à l'école, on aura Guillaume Roté, le directeur de course de l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Et on va faire un premier tour de piste. Donc, comme le disait Arnaud, voilà, il y a une petite fenêtre de chat. Alors moi, je ne la vois pas encore. Je suis sûr qu'elle va apparaître tout à l'heure, mais vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de chat et puis on essaiera de les prendre au fur et à mesure. Je picorerai dedans sans hésiter. Et ben, puisqu'il est question de parler de bilan, et avant peut-être de rentrer dans le dur, je voudrais savoir un petit peu comment se passe cette phase pour vous après ces longues journées éreintantes, puisqu'on sait que les équipes techniques ont été très sollicitées pendant le tour, même si on n'en a pas beaucoup vu de l'extérieur. Je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi votre boulot à part avoir mis le bateau au sec et puis le désosser et le préparer pour la suite. Est-ce que vous êtes déjà, vous, dans les données du tour, dans le déchiffrage, dans la collecte des data et dans la compréhension de ce qui s'est passé, ou c'est encore un petit peu tôt pour vous et on va avoir droit à un bilan qui est plus intuitif que chiffré? Est-ce que vous êtes déjà dans les rapports techniques les uns et les autres, ou est-ce que ça va venir encore un petit peu plus tard, tellement j'imagine qu'il y a beaucoup de données qui sont arrivées. On commence, alors je vais toujours faire dans cet ordre, l'ordre de mon horloge à main. On commence par toi, Elie? Ouais, volontiers. Alors écoute, en ce qui nous concerne, là, on va dire le plus pressant pour nous, ça a été de mettre le bateau au chaud, de le désarmer. Comme on peut l'imaginer, c'est aussi un gros chantier de maintenance après un long périple. La priorité dans la planification de chantier et des interventions qu'on a à prévoir, ça passe par les contrôles non destructifs, donc les contrôles ultrasons qui nous permettent de nous assurer que la structure est saine, donc que ce soit aussi bien la plateforme que les appendices, que les espars. Et c'est seulement à partir de là qu'effectivement on peut échafauder un planning et mettre des effectifs en face des tâches. Donc voilà, pour répondre à ta question, la priorité aujourd'hui, elle est là, parce qu'on court toujours après le temps, que ce soit en course, mais aussi hors course. Et en ce qui concerne les débriefs techniques, écoute, ils commencent. Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de volets, hein, comme vous pouvez l'imaginer dans ces métiers-là. Il y a beaucoup de corps d'état.
L'idée, c'était d'éviter de faire des débriefs à chaud, de pouvoir porter un petit peu de recul sur tout ça. Donc voilà, ça s'amorce dans les jours et les semaines qui viennent en ce qui nous concerne. Très bien. Chez Actual, Jérémy, vous êtes déjà dans les Google Sheets et dans les retours techniques ou même chose, priorité à la Ouais, mise au sec et la préparation de la suite? alors du coup là, le bateau, on a pris le parti de le laisser à l'eau là pour jusqu'au printemps parce qu'on a encore quelques navigations à assurer. Donc pour la partie technique, on avait déjà quand même pas mal d'infos parce que Anto nous a remonté ses avaries. On avait tout un listing de ce qui s'était passé à bord. Donc on n'avait pas de grosses surprises quand on est arrivé, quand le bateau est arrivé. L'état d'esprit de l'équipe là, c'était déjà, on est très fiers d'avoir réussi à boucler ce bout de tour du monde. On est soulagé d'avoir ramené le bateau à la Trinité. Et là, du coup, pour l'équipe, c'était déjà ces 2 dernières semaines de reprendre le bateau en main, d'aller faire le tour, de se dire, bah voilà, c'est bon, il y a ça, c'est checké, ça, c'est pas checké. Du coup, on est dans une phase de check et de réappropriation du bateau après le tour du monde. On a déjà, moi, pendant le tour du monde, j'avais déjà fait un planning. Alors, ça a coupé, Jérémy. Je ne sais pas si pour vous aussi ça coupe. Ouais. Moi, je l'entends plus. Non, il est frisé là. Ouais. Il est frisé, ouais, frisé avec 2 E. Du coup, Xavier, est-ce que tu peux prendre le relais peut-être et nous expliquer comment vous, dans cette phase d'après-course assez immédiate, c'est quoi le job chez VPLP en ce moment sur ce sujet-là? Ouais, bien sûr. Sauf si Jérémy reprend, mais Ouais, oui, excusez-moi, j'étais déconnecté, non, c'est bon. T'es revenu? Alors du coup, Ouais, on t'a perdu à la réappropriation du bateau. Ah, pardon, ouais, oui, donc, du coup, ça fait un petit bout de temps. Réappropriation du bateau, voilà, de se remettre de ce tour du monde. On était effectivement, comme je disais, au courant de ce qui se passait sur le bateau au jour le jour, même heure par heure. Donc, du coup, on n'a pas de grosses surprises. Effectivement, on fait un diagnostic plus poussé de la plateforme, des appendices, même du mât, on fait des inspections visuelles. On rentrera plus dans le détail sur le chantier d'été. Mais là-dessus, on n'a pas d'inquiétude au niveau du bateau et au niveau de la planification de nos chantiers. Xavier, oui, chez VPLP, du coup, vous dans cette phase d'après-course, vous êtes déjà dans le tirage de conclusion ou vous attendez encore, vous êtes déjà dans le dialogue avec les équipes, vous attendez encore un petit peu vous avez encore un petit peu de temps devant vous? Non, on est en plein dedans, enfin à différents stades suivant les équipes. Évidemment, les priorités sont pas les mêmes. On est moins comme Ellie et Jérémy viennent d'en parler. On est évidemment moins impliqué au jour le jour dans les équipes. Hein. On est plus en retrait, donc on attend plus que les équipes viennent nous faire des retours. On les sollicite évidemment pas mal. Quelquefois trop, je sais pas. Mais non, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la priorité, c'est quand même bon, les bateaux, ils ont subi, on en parlera sûrement dans l'heure, là, mais les bateaux ont subi quelques avaries quand même à différents stades. Mais donc, on est plus à ce stade dans la priorité de comprendre ce qui s'est passé et de réparer pour que les chantiers des semaines qui viennent se déroulent au mieux et que les bateaux puissent retourner à l'eau le plus vite possible. Donc là, c'est notre calendrier des dernières semaines et des prochaines, c'est un peu ça. On commence à parler aussi en parallèle un petit peu des briefs perf pour préparer la suite. Mais on est encore au début. Encore une fois, c'est pas le même stade suivant les équipes. Typiquement, SVR est vachement plus dans la reconstruction du bateau que Bank Pop ou Actual. Mais voilà. C'est en cours. C'est vrai que les équipes, je pense, ont besoin aussi, comme le disait Ellie, hein, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Il s'est passé quand même beaucoup de choses pendant ces 2 mois et à plein de niveaux. Et il faut un peu analyser tout ça et pas tirer des conclusions trop hâtives, quoi. Trop hâtive. Bon, on va s'efforcer de ne pas tirer de conclusion trop hâtive, mais au moins d'apercevoir aussi quelques pistes. Alors, Guillaume Roté est arrivé. Est-ce que tu nous entends, Guillaume? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Désolé pour le retard. Pas de souci. Merci d'être là, Guillaume. Alors, du coup, la première petite question sur ce premier tour de table, pardon, c'était un peu de savoir où est-ce qu'on en était dans
dans les différentes équipes ou structures qui sont avec nous ce matin. Vous, à la direction de course, vous avez déjà fait le débrief, il est prévu un peu plus tard, vous avez, t'en es déjà à tirer quelques conclusions ou c'est encore un petit peu trop tôt Non, la c'est encore un direction de petit peu course? trop tôt. Là, il y a un débrief qui est prévu la semaine prochaine ou dans 10 jours, voilà, tous ensemble. Je pense aussi un peu comme les équipes, on a eu besoin un peu j'allais dire, de souffler et de sortir un petit peu de l'Arkea avant de s'y replonger dedans pour effectivement tirer les bilans, faire nos petits débriefs, etc., etc. Voilà, puis on s'est tous absentés pendant longtemps aussi de nos maisons, de nos autres travails, pour ceux qui en ont plusieurs. Et donc, il a fallu, voilà, aussi retourner, j'allais dire, au quotidien. Très bien. Bon, on va quand même essayer comme je le disais, d'esquisser quelques pistes de compréhension de ce qui s'est passé, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses et on a vu aussi Mm. beaucoup de choses. Donc, on devrait pouvoir avancer un petit peu. J'ai une première question, une fois qu'on a fait un peu dans quel état vous êtes, en gros. Je voudrais savoir si, par rapport à cette course qui est annoncée depuis longtemps, qui était un très, très gros morceau pour les équipes, les skippers, les architectes et la DC, je voulais savoir par rapport à ce que vous aviez un peu projeté, par rapport à ce que vous imaginiez de cette course, du point de vue technique, évidemment. Est-ce que ça a été pire que ce que vous aviez anticipé? Est-ce que ça s'est au final plutôt bien passé? Tous les bateaux sauf un ont fait le tour. On a entendu plusieurs personnes dire que c'était pas forcément écrit d'avance. Voilà, je voudrais juste avoir un petit peu votre sentiment sur de manière un peu globale. Est-ce que ça s'est passé à peu près conformément à ce que vous aviez anticipé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont pris au dépourvu? Est-ce que c'était plus ou moins dur que prévu? Voilà, je voudrais avoir un premier sentiment un peu global du point de vue technique, encore une fois. Est-ce que vous êtes surpris en bien, comme disent nos amis suisses, ou est-ce que vous considérez que vous avez été quand même un peu dans le dur globalement? Qui est-ce qui veut se jeter à l'eau? Comme ça, on continue le tour de table avec Elie, comme ça on va avoir un sens permanent. Volontiers. Bah, écoute, je pense qu'en premier lieu, c'est important de se rappeler ce qu'on pouvait entendre il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de décembre et même encore tout début janvier. Cette première édition de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, elle avait des petits airs de Vendée Globe Challenge 89 pour les plus anciens d'entre nous, où on se demandait est-ce que c'était possible, est-ce qu'il y aurait ne serait-ce qu'un bateau à l'arrivée. Alors effectivement, le fait d'autoriser les escales rendrait la chose faisable et même raisonnable. Mais je pense que tout notre écosystème et la classe et les équipes qui s'engagent dans cette classe jouaient très gros sur cette première édition. Et comme tu l'as rappelé, il y a 5 bateaux sur 6 à l'arrivée, le 6e étant absent suite à un aléa lié à une collision. Donc, à notre niveau, si tu veux, nous, on estime que c'est une belle réussite et qu'on a montré qu'il y avait une cohérence entre ce parcours et ces bateaux et le fait qu'ils soient menés en solitaire. Est-ce que c'est raisonnable? Sans doute pas, mais en tout cas, c'est faisable. Mais est-ce que vous avez été surpris d'y arriver et qu'il y ait autant de bateaux qui arrivent, ou est-ce que ça a passé à peu près conformément à ce que… Alors, ma question, elle est plutôt Ouais. de raisonner a posteriori par rapport à ce que vous anticipiez, quoi. Écoute, Gitana et Sodebo s'étaient déjà lancés sur une tentative de Jules Verne. Ils avaient tous les deux échoué. Il n'y avait aucun bateau volant à ce jour qui avait réussi à boucler un tour du monde. Est-ce qu'on a été surpris d'y arriver? Non, on s'est préparé depuis suffisamment longtemps pour ça. Là où on peut être surpris, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est d'avoir été épargné par les collisions, en tout cas suffisamment épargné pour ne pas être amputé d'un appendice, alors que ça nous était arrivé jusqu'à présent quasiment sur chaque transatlantique en course auquel on avait participé. Donc à l'échelle d'un tour du monde, c'est oui, de ce point de vue-là, on est peut-être surpris et surtout très chanceux. Après, je ne peux pas te parler de surprise, mais nous, en ce qui nous concerne, on est satisfait de la cohérence et de la cohésion structurelle de notre bateau, qui n'a pas montré de faiblesse de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas une surprise.
Après, c'est vrai qu'on peut avoir un discours peut-être un peu plus philosophico-technique sur le degré de complexité et de technicité de ces bateaux-là pour être menés en solitaire autour du monde. Ouais, on est sans doute un peu à la limite de l'exercice. Ouais. Ah, c'est intéressant comme remarque de l'intérieur. Jérémy, chez Actual, vous êtes un peu. Yves n'est pas un bisu des Tours du Monde, il a déjà fait plusieurs trophées Julien, mais l'équipe est relativement jeune et c'était la première fois que vous vous confrontiez à un Tour du Monde. Et quel Tour du Monde et toi particulièrement, comment toi qui étais un peu aux commandes de l'équipe technique, je sais que tu n'as pas chômé, par rapport à ce que tu avais projeté, par rapport à la vision que tu pouvais avoir du Tour, hein, comment ça s'est passé? Ouais, effectivement, quand je me suis posé la question si j'étais surpris ou quoi, en fait, j'avais là l'idée que ça pouvait être le Tour du Monde. Donc, ça fait longtemps, ça fait des mois qu'on prépare le bateau et qu'on envisage plein de scénarios possibles d'avaries, de casses, d'événements qui peuvent se passer comme ça. Donc, du coup, on s'était beaucoup préparé à plein de choses. Au final, on a été surpris parce que c'est évidemment pas toujours ce qu'on avait prévu qui s'était passé. Donc, la surprise vient de là. Après, on est très fiers d'avoir bouclé ce Tour du Monde avec beaucoup de travail. Alors après, c'est effectivement un travail d'équipe. C'est aussi Anto qui s'est accroché jusqu'au bout parce que nous, on a eu un peu moins de chance des bonnes espérances. On a perdu quand même un bon potentiel du bateau. Donc, pour Anto, ça a été assez dur de mener le bateau jusqu'à bon port dans son potentiel. Mais non, en fait, on avait aussi l'avantage que le bateau avait déjà, si c'était pas dans sa version volante, déjà fait le tour du monde. Donc on savait que structurellement, c'est un bateau dans lequel on pouvait avoir 100% confiance. Donc ça, déjà, ça permet de se raccrocher à quelque chose. Après, il y a tous les systèmes que le dit Eddie, hein. On a des bateaux qui sont très complexes, que ce soit de l'électronique, les systèmes de foil, de safran, enfin tous les verres qu'on a à bord. Et ça fait beaucoup de sources de panne et on se rend bien compte que dès qu'on perd un petit quelque chose, et ben, ça engendre beaucoup de stress et d'engagement physique pour le skipper. Donc c'était plutôt ça là où moi j'étais inquiet, c'était d'engendrer, enfin une avarie engendre beaucoup d'engagement physique pour Anto jusqu'à beaucoup de fatigue, quoi. Voilà. Tu disais que vous aviez été surpris par des avaries ou des pannes qui étaient arrivées pas forcément là où vous y attendiez. Tu peux nous en dire un petit Ouais, peu? effectivement. Ouais, je vais donner un exemple, hein, là où on a passé, enfin là où j'ai presque le plus stressé finalement, c'est une panne sur le système de désalinisateur. Donc évidemment, on s'en rend compte quand il faut remplir l'eau. Et puis du coup, Anto, il a bien bricolé pendant 4 heures dans la cale à débrancher des tuyaux, des machins et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était juste un petit clapet anti-retour de la pompe de gavage qui s'était coincé et du coup qui amenait de l'air et donc du coup ouais, c'était un beau chantier dans le bateau. Ouais. On a des photos, Ouais. c'est. On est au taquet sur les. Du coup, Vas-y. ouais, on avait fait réviser enfin ça fonctionnait jusque-là, il n'y avait pas de souci. On avait imaginé des scénarios beaucoup plus catastrophiques que celui-là. Et pour moi, c'est celui qui presque a été le plus marquant, le plus stressant, parce qu'on se dit on va pas s'arrêter pour de l'eau. Et en même temps, de l'eau, il y en a besoin, quoi. Donc voilà, c'est ce côté où le bateau est hyper technique et en même temps on s'arrête pour une question de survie juste de bord, quoi. Ouais, Donc, on voit bien le décalage entre les heures passées à trouver des solutions pour réparer des appendices ou les systèmes assez voilà. complexes de mécanique qu'il y a à bord pour finalement être mis en danger et mis à risque par un petit clapet anti-retour sur Une le petite message. piste qui coûte 4 euros, voilà, exactement. Voilà. Donc on ne peut pas tout envisager. On y travaille, on a travaillé depuis des mois sur la préparation du bateau et puis au final, c'était un petit truc tout bête comme ça, quoi. Très bien. Et après, pour revenir à ce que disait Elie, hein, sur l'engagement technique et physique, on se rend bien compte que la frontière, elle est très mince et que vite, ça peut déraper, quoi. Ok. Xavier, alors toi, tu t'occupes pas des clapets anti-retour des dessals. Non, T'as une vision, j'étais pas au courant. t'as une vision un peu plus macro, mais par contre, vous avez beaucoup d'expérience dans les tours du monde et tous les tours du monde. Alors justement, depuis ton poste d'observation, je pense que tu as dû être bien arrivé à la carto comme beaucoup d'entre nous. Est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a surpris du point de vue technique? C'est quoi? C'est les perfs des marins ou c'est paradoxalement aussi
Peut-être qu'ils auraient pu aller encore plus vite à certains moments. Qu'est-ce qui toi, depuis ton poste d'observation d'architecte, Ouais. qu'est-ce qui t'a surpris sur ce tour du point de vue technique? Bah, écoute, je pense que Elie et Jérémy en ont pas mal parlé. Je pense l'engagement physique des marins, c'est vrai que je pense que ça, on en avait peut-être, enfin, on en avait conscience sans en avoir conscience. Là, le fait qu'ils soient partis en course, alors même si toute la durée de la course n'a pas été au même rythme, mais il y a quand même eu un engagement physique énorme et effectivement, ça a été la bonne, enfin, je dirais pas la bonne surprise, mais alors, c'était beau à suivre en tout cas, c'était beau à voir. Après, oui, effectivement, il y a des phases où les bateaux sont plus, on sent bien que les marins ils sont plus en mode gestion et en mode justement tour du monde et pas transat. Donc, ils mènent leur bateau de manière raisonnée, je pense, et raisonnable. Parce que enfin, voilà, le but, c'était quand même pour tout le monde d'arriver au bout, même si les escales étaient autorisées, et ça, on en a parlé, mais c'est heureusement quelque part, sinon il y aurait quand même eu peu de bateaux à l'arrivée. Pour les équipes techniques, je pense que ça a été un cauchemar à gérer parce que en logistique et en stress, du coup, ils ont vraiment. On va y revenir après, tout à fait. Ouais, pardon. Non, voilà, sur les performances des bateaux, nous, on a suivi ça évidemment assez régulièrement. On n'avait pas toutes les infos du bord. Hein, on avait quelques infos, mais c'est vrai que les équipes, l'information, elle circule, elle est très verrouillée au sein des équipes. Et puis il y a quelques passerelles, mais on n'avait pas les infos à G24. Mais on essayait d'analyser à notre façon avec nos outils, avec les polaires qu'on a des bateaux et essayer de comprendre un peu à chaque fois qu'on voyait un écart de trajectoire ou une vitesse qui chutait sur un classement, on se posait 1000 questions. Et donc c'était un peu stressant chez nous. Effectivement, on a vécu, même si on ne s'est pas déplacé, on a vécu la course pendant 60 jours, quasiment au même rythme. Mais bilan plutôt positif, même si bon, nous de notre point de vue VPLP, sportivement, on est un peu déçu du résultat, évidemment, on ne peut pas le cacher. Par contre, très positif pour l'ensemble de la classe et l'ensemble des bateaux. Et à part la grosse avarie de Tom, dont on reparlera sûrement, mais c'est vrai qu'avoir les 5 bateaux à l'arrivée, c'était une bonne surprise et très positif pour la suite. Les plateformes, globalement, elles ont bien... Il y a des petits bobos, mais elles ont quand même bien encaissé le choc. Et après, il y a la question des appendices qui est un peu plus compliquée parce que, comme le disait Elie, certains sont passés au travers avec une bonne étoile au-dessus de la tête, mais c'est sans doute mérité parce que ça n'a pas toujours été le cas dans les courses d'avant. Voilà, c'est un peu le côté frustrant et un peu loterie sur lequel il va falloir vraiment tous qu'on travaille dans les années à venir si on veut pouvoir faire une vraie régate autour du monde, parce que c'est vrai que ça c'est quand même le vrai sujet, je trouve. D'un point de vue détection d'une part, évidemment, et puis après, en cas de collision, parce que ça arrive, qu'est-ce qu'on met en place pour que le bateau soit pas rempli d'eau rapidement, quoi. On va faire un petit tour après sur poste par poste sur le bateau, et je voudrais avoir un peu le regard de Guillaume Rotet, qui lui était au front, en première ligne, hein, littéralement, pendant ces 50 à 60 jours en fonction des bateaux. Toi, alors j'imagine que tu avais plein de scénarios en tête. Vous avez travaillé sur plein de scénarios de gestion de crise, beaucoup de paramètres. Finalement, est-ce que ça a été une course tranquille pour le directeur de course du point de vue technique, ou est-ce que ça a été aussi dense que ce que tu pouvais anticiper? Essaye de nous dire comment tu l'as vécu. Est-ce que ton cahier, alors c'est pas un cahier, j'imagine, c'est plutôt un Google Doc ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est plus noir que prévu, ou est-ce que c'est aussi noir que prévu? Ça a été relativement ça a été relativement conforme à ce qu'on s'imaginait tous. Après, je vais mettre dans la balance, même si c'est pas du tout le même exercice, mais en termes d'intensité, pour avoir fait quand même quelques routes du Rhum à la direction de course, j'allais dire que c'était plutôt tranquille quand même.
C'est que 6 bateaux avec, j'allais dire, on va dire les meilleures équipes de la course au large, donc voilà, de grosses équipes structurées, très professionnelles. Donc disons que on partait quand même assez serein. On savait que potentiellement il peut toujours arriver sur ce genre d'exercice, hein, j'allais dire des gros problèmes, hein, des situations voilà, où les bateaux se retrouvent isolés, où il faut intervenir. Mais j'allais dire rien de bien nouveau sur l'exercice d'un tour du monde. Donc non, ça a été assez conforme à l'image qu'on se faisait, enfin nous à la direction de course de l'Arkea. Voilà, la surprise, mais tout le monde l'a dit, c'est quand même d'avoir ces 5 bateaux à l'arrivée. Alors moi, personnellement, je n'étais pas très inquiet sur, j'allais dire, la structure des bateaux. Voilà, je sais qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait. J'étais plus inquiet, effectivement, j'allais dire, sur les périphériques des bateaux. Parce que, voilà, tout le monde l'a souligné, ce sont des bateaux qui sont quand même très complexes. Et il y a plein de petites choses à bord qui peuvent à un moment donné lâcher, casser, faire défaut et ça compromet vite, j'allais dire, enfin ça met vite le skipper en difficulté. Et comme je le dis, moi pourtant je les vois quand même assez régulièrement ces bateaux, alors moins que j'allais dire que les techniciens qui sont en permanence à bord de ces bateaux, mais malgré tout, j'ai toujours cette admiration et cet étonnement quand on est à côté de ces bateaux-là, quand je suis à côté avec mon petit semi-rigide sur les arrivées ou sur les départs et que je vois le bonhomme sortir la tête, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est quand même 32 mètres. Donc il faut s'imaginer que tout demande un engagement, enfin en tout cas, beaucoup de choses à bord du bateau demandent un engagement de la part du skipper. Et ça a été quand même, enfin en tout cas, ça a forcé mon admiration de ces 6 skippers qui ont quand même, alors bon, Tom a malheureusement pour lui, ça s'est arrêté un peu plus tôt que ce qu'il avait imaginé, mais en tout cas, on va dire pour les 5, d'avoir réussi à tenir ce niveau d'intensité à bord des bateaux pendant plus de 50 jours. Et même si on pense pas à tout, mais je veux dire, il y a Jérémy en a parlé un petit peu, mais voilà, il y a le côté effectivement, il faut faire avancer le bateau, il faut régler le bateau, etc. Mais il y a tout le côté aussi maintenance du bateau avec tous les petits soucis qui se rajoutent par-dessus et qui, voilà, à bord de ces bateaux, ça devient vite complexe. Et ça demande vite beaucoup de temps, ça demande vite beaucoup d'expertise. Et voilà, et forcément, il faut arriver à caler ça au milieu de faire avancer son bateau, de voilà, de pas se mettre en danger aussi avec voilà, dans la navigation. Donc voilà, et je suis d'accord, on n'a pas assez insisté sur ce côté-là. On est resté un petit peu sur le mode, voilà, c'est une régate, la course, etc., la stratégie, la météo, et on a occulté un petit peu la dimension humaine et l'exploit, j'allais dire l'exploit sportif d'être avec ces bateaux et de faire avancer ces bateaux pendant 50 jours autour de la planète. C'est intéressant ce que tu dis parce que ce que vous dites tous, hein, c'est qu'au final, on est en train de parler d'un bilan technique, mais ce que vous mettez sur le haut de la pile, c'était plutôt la capacité, la capacité des marins à faire avancer les bateaux sur une aussi longue durée. Une route du Rhum, finalement, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est quand même beaucoup plus court en termes d'engagement. Et là, ce qui vous surprend tous, c'est ce que vous soulignez tous, c'est l'engagement des marins sur une aussi longue durée. En fait, par exemple, on avait travaillé plein de scénarios, on s'est dit, ouais, ils vont tous taper des baleines, il va tous leur arriver à quelque chose. Mais effectivement, on avait mis de côté ce côté, le physique du bonhomme et l'engagement du bonhomme, c'est un paramètre technique quasiment de l'équation. J'ai l'impression que c'est ça que vous dites en fait en creux. Ah bah c'est sûr, en tout cas, pour moi, c'est sûr et ça. Voilà, en tout cas, cette course, je trouve, enfin, pour moi, c'est là où je suis le plus admiratif, si tu veux, c'est sur effectivement cet engagement pendant les 50 jours et plus pour certains, voilà, des bonhommes à bord de ces bateaux, quoi. Ça veut dire, du point de vue des équipes techniques, là, par exemple, ça veut dire que dans une prochaine édition, il faut réfléchir à des systèmes qui sollicitent moins les marins, à des mises en place ou à des préparations qui prennent plus en compte ce paramètre physique et le niveau d'engagement. Ça réclame. C'est sûr qu'à l'arrivée, ils étaient quand même tous, du premier au dernier, extrêmement marqués. C'est ce qui faisait d'ailleurs la beauté des arrivées, quoi. Est-ce que comme en IMOCA, on va travailler à l'ergonomie des bateaux dans un second temps? Qui est-ce qui veut réagir, Jérémy ou Willy? Ouais. Alors, je pense que déjà par rapport à l'IMOCA, l'ultime est quand même plus confortable parce que déjà Oui, de bien sûr. base, on est déjà plus haut sur l'eau, on est plus protégé, c'est des bateaux qui tapent moins.
enfin, en tout cas en mode volant. Donc du coup, c'est pas cet aspect-là. Il y a l'aspect psychologique où c'est quand même des bateaux qui peuvent se retourner. Donc du coup, il y a ce stress permanent. Nous, sur la préparation technique, effectivement, on a de l'empathie pour Anto parce qu'on se dit, bah, quand il va être dans les mers du Sud, on n'a pas envie qu'il se retrouve, qu'il se blesse ou qu'il lui arrive des bricoles. Donc en permanence, au-delà même de la performance, quand on prévoit un système, eh ben, on se dit bah, qu'est-ce qui va permettre à Anto de soit le faire moins souvent, soit le faire d'une manière tout à fait pratique. Et dans les critères de performance, nous, avec Yves, là, on avait vraiment intégré que plus on le décharge de la charge mentale de l'utilisation, du fonctionnement du bateau, bah, plus il sera performant. Donc, du coup, on a essayé de faire des systèmes les plus simples possibles en ergonomie pour que Anto il fasse des choses simples et puis que ce soit cadencé et puis que donc c'était ça qu'on a essayé de mettre en place. Et donc du coup, voilà, faut réfléchir à comment on fait passer les ci, les mi et les là, mais voilà. Après, sur la partie technique pour la sécurité du marin, la structure du bateau, elle est éprouvée. Les bouts, on sait ce que ça prend. Enfin, là, on n'était pas inquiet. C'est vraiment plutôt sur l'interface entre Anto et le bateau, quoi. Chez Sodebo, avec ce skipper qui a le goût pour l'effort physique depuis qu'il est tout petit et qui a largement dépassé les 50 ans et qui reste dans une forme éblouissante. Comme tu dis, ouais, effectivement. Ouais. Écoute, moi, je voulais juste rebondir rapidement sur les propos de Guillaume, que quand même en 2024, d'être capable de s'offrir, de s'inventer une épreuve sportive aussi indécise et finalement tourner autant sur l'aventure, je trouve ça génial qu'on puisse encore rêver de cette façon-là. C'est vrai que ça a commencé comme une régate, hein, comme c'est souvent le cas au contact. Et puis très vite, c'est vrai que les écarts se sont créés et ça a donné une dimension toute différente à cette course-là, avec des avaries. Pour répondre plus précisément à ta question sur est-ce qu'il va falloir se préoccuper davantage du confort et préserver les bonhommes, j'ai bien peur que l'avenir n'aille pas vers ça, qu'une deuxième édition qui aura lieu sera forcément davantage tournée encore plus sur la compétition et sur la performance. Alors nous, c'est vrai que chez Sodebo, on ne s'est pas facilité la tâche sur le confort du marin avec cette cabine très avancée devant le mât qui est vraiment très exposée. Mais bon, comme tu l'as dit, on a un marin solide, dur au mal, en tout cas qui a su surmonter ce challenge incroyable et cet engagement physique hors du commun. Guillaume a raison, on n'arrive pas assez à le montrer ou à le faire comprendre au public à quel point c'est exigeant et combien il y a peu de personnes sur cette planète capables de s'engager sur un défi comme celui-là. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour rendre ça plus accessible. C'est pas facile parce que c'est des gens pudiques et qui cherchent aussi évidemment, qui sont observés, donc qui vont pas dévoiler ni leur faiblesse physique, ni leur faiblesse technique, ni leur faiblesse mentale. Voilà. Très bien. Donc on a compris que le paramètre humain finalement avait sans doute été probablement sous-estimé au départ et à la fois dans l'anticipation et dans la perception. Si on passe au périphérique, comme disait l'un d'entre vous tout à l'heure, si on fait un petit tour rapide, la distribution des avaries du côté des appendices a été relativement inégale. Chez Actual, vous avez bien donné. Oui, Il y a eu effectivement. 4 ans de mémoire et puis les deux foils ont pris un petit peu. Est-ce que ça, c'était quelque chose Ouais. auquel vous étiez préparé? Est-ce que du coup, en cours, vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être d'autres solutions à mettre en œuvre ou il y a une forme de fatalité de ce point de vue-là, du point de vue de l'exposition des appendices? Ouais, on s'était préparé, hein, effectivement, au risque de collision. On s'était préparé à ça. Après, effectivement, on n'a pas eu de chance. Enfin, on a eu plus de chance que Tom parce qu'on a pu repartir
après cette collision-là. Donc effectivement, on a eu un appendice en fait qui a été touché, c'est le foil bâbord. Après, sur l'autre foil tribord, Auto n'a pas pu l'utiliser parce que c'était plutôt un problème de système que de collision. Donc il y a vraiment eu une collision qui a engagé ça. Après, sur le reste des appendices, dérive, safran, on est OK, on est au clair, structurellement parlant. Donc c'est vraiment cette histoire un peu de roulette russe d'OFNI qui nous a posé problème. Donc non, pas surpris, on était préparé parce qu'on avait tout logistiquement, les caisses qui étaient prêtes pour faire partie des appendices. Malheureusement, le foil bâbord, on n'en avait pas en spare, donc on n'a pas pu le remettre. Mais ça, on était prêt. Ça, finalement, c'est ce qui est le plus facile à prévoir, c'est-à-dire on change un appendice. Ça, on le fait. Je vais pas dire tous les jours, mais c'est facile à envisager, quoi. Après, du coup, on a la quand même. routine en ultime, ouais. Ouais, c'est la routine dans le ultime, et puis on est suffisamment dimensionné pour ça, donc ça c'est l'expérience. Là où on est satisfait pour les appendices, c'est des choix de structure. Enfin, là, on bosse avec Xavier là-dessus, puis avec les fabricants, où on n'a pas eu de fatigue plus que ça. C'est des appendices qui sont complexes, hein, avec des liaisons mécaniques. Donc non, ça là-dessus, on est content, on est satisfait. Et chez Sodebo, vous avez eu aussi un problème d'appendice, mais plutôt au niveau de la montée et de la descente des foils. Ça, c'est des choses auxquelles beaucoup de gens pensaient à la collision, mais il y a eu quand même pas mal de soucis au niveau des mécanismes de montée et de descente des foils, hein. Ouais, effectivement, nous, ça a été extrêmement pénalisant parce qu'on a eu la rupture du système de descente de foil tribord qui est arrivé assez tôt, enfin avant Bonne Espérance. Et puis, le système de descente bâbord a suivi quelques jours après. C'est un problème qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, donc on était assez surpris. Évidemment, on n'avait pas fait de longue navigation. On avait quand même fait une Jacques Vabre, un convoyage retour, et ça correspondait à plus de 1000 qu'au moment où l'avarie est arrivée. Ça a été hyper pénalisant en termes de performance, mais ce n'est pas la raison qui nous a amené à nous arrêter à Hobart. On avait imaginé un système pour pouvoir hooker le foil en position basse, que Thomas d'ailleurs avait réussi à mettre en place. Par contre, on a perdu quelques jours plus tard un pied de balcon avant qui tient aussi le filet, le triangle de filet avant. Et là, on était sur de la sécurité primaire et basique, donc la question ne se posait plus de faire escale à Hobart pour réparer ça. Très bien. Xavier, tout à l'heure, tu parlais c'est toi qui empruntais l'expression de roulette russe au niveau des collisions. Alors, il y a des choses qui avaient été mises en place avec les zones interdites à la navigation pour les zones où les cétacés sont censés être plus présents qu'ailleurs. Tu disais aussi que c'était vraiment c'était la nouvelle frontière en gros, hein, pour la course au large en général, et en particulier celle des ultimes, pour éviter cette roulette russe. Vous, du point de vue du design, alors vous n'allez pas prendre en charge la partie détection, mais vous pouvez prendre en charge la partie résistance au choc. Est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion sur comment un bateau peut essayer de résister à une collision, en tout cas s'en sortir avec moins de dommages, finir une course, ne pas prendre l'eau? Vous avez déjà des pistes de réflexion sur ce dossier-là? Oui, bien sûr, on réfléchit pas mal à ça, évidemment, là, depuis quelques semaines. C'est pas évident, hein, c'est des sujets compliqués parce que les bateaux vont de plus en plus vite, les chocs, c'est un peu, c'est très lié, les endommagements sont très liés à la vitesse d'impact et à la nature de l'objet qu'on percute. Il y avait déjà eu pas mal de chocs sur des. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tapé une dérive, enfin aussi fortement, je dirais, parce qu'il y a quand même eu des chocs, mais aussi fortement, je pense que la dernière fois, ça remonte à Bonduel, donc c'est Norman, il y a entre 15 et 20 ans, où on avait eu un gros impact aussi à ce moment-là, enfin un gros endommagement du fond de coque. Pour revenir sur SVR,
En fait, il y a deux choses. Ce qui se passe, c'est que la structure en fait, les appendices sont beaucoup plus chargés qu'ils n'étaient. Enfin, les efforts délivrés par les appendices, aussi bien en FZ, en poussée verticale et en reprise d'antidérive, sont beaucoup plus importants qu'avant. Du coup, les appendices sont extrêmement costauds. Paradoxalement, et ce qui fait que quand on tape frontalement, notamment sur une dérive, en fait sur un foil, quand on tape, en général le bateau tourne autour du foil et finalement le bateau souffre moins. C'est ce qui s'est passé, je pense que l'actuel a tapé très très fort, il a énormément endommagé son foil. Par contre le bateau a rien eu, quasiment rien. Alors que là, sur la dérive, c'était vraiment frontal. Le bateau avait aucun échappatoire possible. Et cette dérive qui a un barreau structurel quasiment indestructible en longis parce qu'il est dimensionné comme ça pour reprendre les efforts. Bah, du coup, c'est le bateau malheureusement qui prend derrière. Et les pistes, oui, c'est essayer de créer plus d'amortisseurs entre l'appendice et le bateau. Pour l'instant, on a des contacts qui sont assez... il n'y a pas beaucoup d'amortisseurs, c'est assez rigide la transmission pour perdre le moins d'énergie possible. Mais du coup, en cas de choc, en fait, la dérive a reculé dans sa cale et le bateau a continué à avancer. Et en fait, après, c'est le puits qui a pris, qui a fait un effet de coin avec la cale de dérive. Le puits a flambé, en fait. Les parois du puits ont cédé sous l'effort latéral. Et après, le fond de coque... il est parti tout seul, j'ai envie de dire, sur les pointillés, quoi. Donc, il y a bien sûr plusieurs pistes. Il y a l'amortissement, il y a rajouter de la structure pour éviter cet effet de coin et que le puits ne s'éventre, en fait, n'explose. Et puis après, il y a rajouter plus de compartiments étanches pour, si jamais ça se produit, réduire au maximum la quantité de flotte embarquée. Et là, on avait... Pour plusieurs raisons, et c'est facile à dire maintenant, mais évidemment, le compartiment était trop gros. De ce point de vue-là, c'était une erreur, clairement, de conception. Si on avait eu un compartimentage, plus de cloisons en fond de coque, on aurait embarqué moins de flotte. Là, il y a quand même eu 8 mètres cubes qui sont rentrés dans le bateau en quelques minutes. Et donc, ça a été très compliqué pour amener le bateau au cap. Le bateau, il était quand même assez... il était à la merci de l'état de la mer, quoi. Les photos étaient assez impressionnantes. Mais il a ramené le bateau. En fait, c'est l'avantage. Il est revenu quand même. Ouais, il est revenu et pas si lentement que ça, finalement. Il a réussi à mener le bateau assez rapidement. En fait, l'avantage quand même des trimarans, c'est qu'on a 3 coques. Avant de faire couler un bateau, il y a quand même de la marge, malgré tout. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Le bateau, il s'enfonce, il finit par flotter sur ses flotteurs. C'est vraiment pas confortable et il ne faut pas qu'il y ait trop de mer parce que, évidemment, ça peut être compliqué. Mais le bateau, il est loin de couler. On est très, très loin. On peut éventrer une coque et continuer à rentrer à la maison. De ce point de vue-là, c'est que par rapport à un monocoque, c'est sûr que c'est plus... c'est mieux, quoi. C'est l'une des leçons de l'avarie de oui, mais après, encore une fois, il faut qu'on travaille sur les amortisseurs et la structure autour des... En fait, on a fait un gros travail, c'est un peu bête, on a fait un gros travail sur les puits de foil, et sur la structure des puits de foil, et beaucoup également en IMOCA, parce que les bateaux ont pas mal tapé aussi. Donc, on a fait un gros travail là-dessus ces dernières années, et bizarrement, on a un peu laissé de côté la dérive, et ça, c'est une leçon qui fait un peu mal, malheureusement, mais qui fait qu'on sortira plus fort de tout ça, quoi. Guillaume, du côté de l'ADC, les collisions avec quoi que ce soit, ça devait être un peu la hantise. Tu te demandais un peu quand est-ce qu'arriverait la première. Je crois que les premières sont arrivées assez tôt, hein, on n'a pas tout su, mais elles sont arrivées quand même de bonne heure. C'est arrivé assez tôt, oui, de toute façon, c'est un incident aujourd'hui qui est dans toutes les courses au large, d'où toutes les polémiques qui ont été soulevées et qui, bien évidemment, ont été présentes effectivement sur l'Arkea.
Oui, enfin, je rejoins tout le monde. C'est certainement un axe de travail, aussi bien côté, j'allais dire, des équipes, des teams, que côté organisation, en tout cas pour cet aspect-là des choses. Après, je veux dire, enfin, il faut pas se leurrer. Le risque zéro, en tout cas, sur ce type d'incident, n'existera jamais. On peut pas. Enfin, je vois pas aujourd'hui comment on pourra, enfin, en tout cas, le garantir à zéro. Oui, oui, il y a certainement pas mal de choses encore à faire pour essayer de diminuer ce risque. Effectivement, on avait décidé sur cette course-là de mettre en place pour la première fois des zones voilà, d'exclusion cétacée sur des zones où des spécialistes nous disaient que voilà, il y avait des fortes concentrations, notamment de cétacés qui font partie des OFNI, entre guillemets, des OFNI qu'on peut rencontrer voilà, en mer. Après, moi, je savais pertinemment que déjà, c'était la première fois qu'on le faisait, donc il faut aussi qu'on analyse effectivement l'impact que ça a eu. Mais je savais très bien que ça n'allait pas résoudre le problème. Hein. C'est pas en mettant ces zones-là, voilà, qu'on va résoudre la totalité du problème. Après, il faut certainement effectivement développer certains outils de radar, que ce soit des caméras, que ce soit des sous l'eau. Après, c'est pas, On sait si les systèmes de détection ont fonctionné. Enfin, les équipes t'ont fait des retours sur. Juste Ils ont pour faire un truc, évité. je suis pas spécialiste, mais juste pour que les gens comprennent, c'est quand même, pour comprendre la difficulté, c'est que déjà les bateaux vont vite. Et que comme ils vont vite, pour pouvoir éviter ces OFNI, il faut quand même on puisse détecter ces objets, ces OFNI-là assez longtemps à l'avance pour que le skipper puisse réagir. Ça, c'est la première chose. Donc forcément, plus c'est loin, plus c'est difficile. Et après, on est ni complètement, j'allais dire, dans l'eau, ni dans l'air. On est un peu à l'interface, des fois, un peu entre les deux. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer parce que voilà, souvent des OFNI, ça peut être un peu entre deux eaux, ça peut être un peu à la surface et 3-4 mètres sous la surface de l'eau. Si c'est voilà, de quelque chose qui fait une baleine ou un dauphin ou des choses comme ça. Et donc c'est compliqué dans un peu cette interface, arriver à détecter. Ça demande plusieurs outils. Ça demande et d'observer d'en haut la surface de la mer, mais ça demande en même temps de pouvoir regarder un petit peu sous l'eau quand c'est pas voilà, à la surface. Techniquement, c'est une gageure. Techniquement, je ne suis pas spécialiste, mais c'est quand même un vrai casse-tête. Et surtout, il faut comprendre qu'il y a cette notion de distance. Détecter quelque chose 10 mètres devant, j'allais dire, sur un bateau qui avance à 25-30 nœuds, ça ne sert pas à grand-chose. Ça veut dire juste, ça va mettre une alarme, attention, tu vas taper. C'est tout ce que ça va faire. Le but, c'est quand même de détecter un minimum de temps à l'avance pour que effectivement cet OFNI-là puisse être évité. Voilà, Jérémy, Elie, juste, pardon, juste une petite réaction des équipes. Vous avez détecté des objets ou des mammifères marins dans l'eau sur ce tour et que vos skippers ont réussi à éviter? Ouais. Donc nous, on est équipé d'un système, comme tout le monde, un système Oscar qui est allumé tout le temps, qui sonne tout le temps. Donc il n'est pas encore 100% opérationnel, mais je n'ai pas eu de retour d'Anto sur le fait que ça lui a permis d'éviter un objet ou quoi, mais effectivement, ça lui a servi. Oscar, ça lui a beaucoup servi le long de la côte du Brésil, pour voir les petites embarcations de pêche et tout, parce qu'il s'est quand même rapproché très proche de la côte, donc il y avait beaucoup d'embarcations. Donc là, je vais répondre à sa place, même si j'ai pas une info directe. Donc oui, ça l'a aidé à effectivement éviter des collisions et puis à assurer la sécurité de tout le monde. Donc il y a cet aspect de détection là, comme ça, et il y a l'autre aspect qui va travailler plus dans l'eau sur l'émission d'un bruit humain pour avertir de l'arrivée du bateau. Et ça, on bosse en ce moment aussi avec VPLP sur l'intégration de ce type de système-là pour avertir notre arrivée, quoi. Mais voilà, mais comme le dit Guillaume, hein, c'est une zone qui est compliquée. On sait aussi que les militaires bossent là-dessus parce qu'ils sont aussi concernés avec leurs sous-marins, leurs bateaux et tout, mais qu'ils n'ont pas, enfin de ce qu'ils nous disent en tout cas, ils n'ont pas non plus de solution miracle pour détecter dans cette couche limite entre 0 et 5 mètres où il y a de l'eau, de l'air, ça bouge les vagues et tout. Donc voilà, on avance, ça va prendre du temps, mais tous les acteurs sont concernés, quoi. Chez Sodebo, vous avez vos systèmes de détection ont été utiles, ils ont servi?
Écoute, est-ce qu'ils ont été utiles? Je ne pourrais pas le certifier. En tout cas, on en a. On a un Binger dans la dérive. On l'avait déjà sur la route du Rhum, ce qui ne nous a pas empêché de taper. On a évidemment aussi l'Oscar, comme Jérémy l'a mentionné. Et puis le bon vieux radar, qui reste quand même l'incontournable, notamment le long des côtes brésiliennes. Écoute, sur ce sujet-là, notre métier à Jérémy et moi, c'est d'essayer, avec les gens qui nous entourent, d'anticiper tout ce qui est inenvisageable. Et la frustration, elle est énorme de vivre avec ce paramètre qui est totalement non maîtrisable. On a l'impression de tourner un barillet sur la tempe à chaque fois qu'on fait une course. Donc, c'est un problème extrêmement complexe, mais qu'il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps pour, en tout cas, pour en tirer le maximum. Moi, je fais la distinction entre la prévention, la détection et l'évitement. La prévention, comme avoir eu cette initiative d'avoir des zones d'évitement pour ne pas rentrer dans des zones où potentiellement il peut y avoir de la migration, de la reproduction de mammifères, c'est à notre portée tout de suite. Donc, c'est très bien qu'on le fasse. Et j'espère que ça va se généraliser. On peut même faire une petite parenthèse, d'envoyer des IMOCA au printemps au large des détroits de Labrador et de Terre-Neuve. Est-ce que c'est pas quelque part un risque qu'on pourrait s'éviter? Je pense que c'est amené à se généraliser. La détection, on en a parlé au travers des instruments qu'on utilise aujourd'hui. On est à la limite de l'état de l'art, mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire autour de ça. L'évitement, alors c'est encore un autre sujet, d'être capable d'interfacer une centrale, une commande de pilote automatique sur un Oscar. Bon, on sait que l'évitement sur un multicoque, ça peut être source de suraccident. À 80 du vent, je vous déconseille d'abattre de 30 par exemple. Donc c'est un sujet. Voilà, il y a différents steps. Il y a des choses qu'on peut déjà mettre en œuvre facilement, qu'on maîtrise et qu'on comprend. Il y en a d'autres qui sont appelés à se développer, mais c'est sûr qu'il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus parce que c'est trop frustrant. Le temps file et on arrive déjà quasiment au bout. Je voudrais qu'on balaye rapidement les autres secteurs techniques des bateaux. Peut-être en restant avec vous, Jérémy et Élie. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de travail? Vous, c'est quoi? Ensuite, c'est la partie gréement voile, c'est la partie électricité électronique pilote. C'était quoi le dossier suivant à part la roulette russe, comme tu l'expliquais assez bien, Élie? C'était quoi les dossiers qui vous ont donné le plus de travail? Alors, le plus facile pour nous, ça a été l'électronique. L'électronique informatique, comme ça s'est passé, voilà, des petits incidents, mais rien de flagrant. Donc ça, on était complètement satisfait. Non, ce qui a été plus compliqué, c'est la partie, accastillage méca sur le bateau, où, comme disait Elie, hein, on fait pas souvent des navigations qui sont aussi longues. Et donc, du coup, on a beaucoup de systèmes qui ont été éprouvés, voire cassés, endommagés, grippés. Donc là-dessus, on avait prévu des checklists de check ou d'entretien, mais on s'est retrouvé avec des systèmes qui ont moins bien fonctionné, voire pas fonctionné, hein, pour Anto. Donc c'était vraiment cette partie accastillage, tout ce qui est exposé sur le pont à l'avant, hein, de la casquette jusqu'à l'étrave. Ça a été très sollicité. Donc c'est là-dessus qu'on a eu le plus de quoi se gratter la tête, de notre côté, quoi. Ok. Et chez Sodevo, Élie? Alors écoute, nous, on a enfin pu tirer les fruits de notre position sans doute trop conservatrice depuis la genèse de ce bateau-là. C'est vrai qu'on a pâti de performances face à nos adversaires sur des courses plus courtes, peut-être par manque d'audace, il faut bien le reconnaître. Mais ce côté plus conservateur, finalement, nous a été bénéfique sur le Tour du Monde. On a eu assez peu de problèmes
techniques, à part ceux qu'on a mentionnés, qui étaient primaires, comme voilà, cette descente de foil, la perte du J1 après l'Australie, voilà, des grosses avaries qui pénalisent immédiatement les performances du bateau. Mais sur les systèmes d'hydraulique, électricité, électronique, gréement, ce qui était lié au matelotage, franchement, toute l'équipe a fait un boulot assez fantastique de ce point de vue-là. Très bien. Dernier petit tour de table pour peut-être essayer de se projeter un petit peu dans la suite, en commençant par, on va commencer avec Xavier et Guillaume. Si on doit faire une prochaine édition, alors on va pas parler de la prochaine Jacques Vabre ou de la prochaine de Rotterdam, mais plutôt de cet exercice donc très spécifique. On a bien vu la durée, en tout cas sur ces bateaux-là, la durée des efforts à la fois du matériel et du bonhomme. On change beaucoup de choses. Si on se projette sur l'édition suivante de l'Arca Ultimate Challenge, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire changer, y compris peut-être dans le règlement de la course pour qu'elle soit encore plus intéressante à suivre. Alors moi, du point de vue média de l'extérieur, je dirais obliger les équipes à plus communiquer, parce que quand on discute avec vous en dehors des canaux officiels, c'est incroyable tout ce qu'on fait, t'imagines pas, on est au taquet, on bosse 24/7, etc. Mais on le voyait peu, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer? On commence avec toi, Guillaume, peut-être qui est le premier intéressé. Donne-nous quelques pistes du futur débriefing. Après, moi, sur ce genre d'événement, il faut rappeler que la direction de course, je veux dire, a un rôle de plus de consultant. Voilà, après, c'est quand même l'organisateur qui va donner le pitch de l'événement. Mais après, pour moi, alors c'est des réflexions, je lance ça comme ça, ça n'engage que moi. C'est pas du tout. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'échange avec l'organisateur à ce sujet-là. Bon, ce qui est clair, c'est que effectivement cette notion d'escale, il faut qu'elle reste dans la course parce qu'on voit que voilà, imaginer un tour du monde sur ces types de bateaux-là sans escale, ça forcément à la fin on va le payer, c'est-à-dire qu'on aura très probablement, voire certainement moins de bateaux à l'arrivée parce que ces bateaux sont gros qu'à un moment donné il faut être plusieurs pour faire de la maintenance. Donc ça c'est une chose. Après moi je me pose la question du fait qu'on ait besoin de ces escales-là. Est-ce que finalement, si on veut peut-être relancer un par moment, parce que effectivement, les bateaux, dès qu'ils s'arrêtent, on voit qu'ils sont dans des systèmes météo différents, des multicoques. Ces multicoques-là vont très vite, donc forcément, il faut aussi que les gens comprennent que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écart. On a vite fait, en 2 jours d'escale, de prendre 1500 000 dans la vue. Donc je me dis peut-être que si effectivement à un moment donné on veut relancer la course, peut-être que imposer finalement que les escales on les détermine à l'avance parce que de toute façon on s'aperçoit que sur un tour du monde avec ces bateaux-là, il n'y a pas 36 000 endroits où on peut s'arrêter. Donc autant s'y arrêter. Le box challenge, le round alone en ultime. Mais voilà, donc du coup, ça permet quand même de faire un tour du monde, mais au moins on s'arrête et au moins les bateaux, voilà, on remet les compteurs à zéro et on repart. C'est une idée. Après, ça enlève certainement un petit peu de piment au truc, mais c'est une idée. Après, se pose effectivement la question, parce qu'on en a tous parlé, comme on sait on était un peu à la limite de l'exercice en tant que, j'allais dire, physique de l'humain à bord. Est-ce qu'on fait en double ou en solitaire? Moi, ça, par contre, je suis plus quand même pour laisser l'exercice en solitaire parce que je trouve que c'est bien quand même d'avoir aussi un petit peu ce Graal pour les marins à un moment donné, de dire tiens, et là, il y a un truc qui est ultime un peu, c'est vraiment de faire ce tour du monde-là en solitaire sur ce type de bateau. Donc, je pense que c'est bien de le laisser en solitaire. Après, voilà, se pose juste la question des escales. Si on veut à un moment donné que si les gens, en tout cas, attendent beaucoup de cette course-là, que ça soit vraiment une course, parce que j'allais dire, avoir des bateaux fiables qui permettent de ne plus s'arrêter, moi, j'y crois pas trop. Je me dis que il y aura toujours ce problème de collision, et puis il y a quand même beaucoup de périphériques, c'est des bateaux qui sont très technologiques, donc je n'imagine pas à un moment donné qu'on puisse arriver à un moment à faire un tour du monde sur ces bateaux-là sans jamais s'arrêter. On va poser la question à Jérémy et à Elie juste après. Et Xavier, toi, si tu te projettes dans la prochaine édition. C'est assez intéressant là, tout ce que tu viens de dire, Guillaume. C'est vrai que les escales, en fait, nous, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il y a eu quand même une grosse frustration
des césarées forcées, on va dire, qui a un peu qui a un peu tué le match, quoi. C'est vrai que la première semaine de course était géniale à suivre, et puis après, bon, ça a été un peu une course de petits chevaux, on va dire, enfin, et une gestion de course, c'est plus une aventure qu'une vraie régate, quoi. Donc c'est sûr que si sur des étapes plus courtes, ben, c'est évident qu'il y aurait, on le voit bien sur les transatlantiques, que le niveau d'engagement, enfin le niveau de compétition plutôt et de performance est vachement plus élevé, quoi. Donc, ouais, d'un point de vue purement performance et intérêt de la course régate, quoi. Moi, ça me parle pas mal, ça. Par contre, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est vrai que le Tour du Monde sans escale, il a quand même une notion d'aventure et d'humain et de gestion de l'humain qui est géniale. Bon, malheureusement, enfin, sur lequel il faut plus communiquer, sans doute, mais donc, ouais, on a hâte à la prochaine, c'est sûr. Quelque part au bureau, on a une revanche à prendre, donc on a hâte d'y retourner, enfin que nos bateaux y retournent, parce que nous, on en serait bien incapables. On a hâte aussi au Jules Verne l'hiver prochain. Je pense qu'il y a quelques équipes qui vont s'élancer sur le Jules Verne, et ça va être passionnant à suivre. Parce que ça va être le même parcours, mais il y a plusieurs, et sans doute un niveau d'intensité encore plus élevé, et je pense que les bateaux ça va être dur pour les bateaux. Là, c'était dur pour les bonhommes et les bateaux, mais c'est peut-être. Enfin, le niveau va monter encore d'un cran, quoi, logiquement, vu qu'on est sur un record et qu'en plus, ils seront sans doute plusieurs à partir en même temps. Mais voilà, c'est excitant. On attend ça depuis tellement longtemps. Là, on y est, et c'est génial, quoi. Jérémy et Élie, juste avant de vous demander de réagir à l'idée de Guillaume, il y a une question de Romain dans le chat qui disait quel était le niveau de risque de retournement de ces bateaux tout au long de la course. C'est vrai que le seul qui a dit que ça avait été chaud une fois, c'était Charles. Est-ce que vos skippers, ils ont levé la patte assez haut? Oui, alors assez haut, pas avec le risque de se retourner, parce qu'on a des systèmes de sécu qui font que ça calme le bateau tout de suite, et on n'a pas eu peur là-dessus, mais c'est effectivement sur les logs, on a vu quelques beaux coups de gîte. Après aussi en termes de suivi météo, vu qu'on a l'accompagnement avec le routage et tout, on est toujours accompagné en taux pour le mettre dans des situations qui vont pas le mettre en danger, hein. C'était sur des moments très précis où on savait que le vent était très instable, où là, bah, effectivement, le bateau peut partir assez vite. Mais non, pas de gros stress de ce côté-là. Élie, chez Sodebo, ça a été calme aussi de ce point de vue-là? Oh, bah, écoute, la notion de risque est toujours très subjective, mon cher. Oui, forcément des situations acrobatiques. Après, faut bien avoir en tête qu'on est quand même sur des bateaux qui présentent une géométrie particulière. C'est des bateaux qui sont très longs par rapport à leur tirant d'air. On est quand même assez loin des bateaux de type Orma ou même Multi 50 qui sont beaucoup plus volages. Là, on est quand même sur des bateaux qui font entre 16 et 18 tonnes, 32 mètres de long pour des mâts qui font 35-36 mètres. Si on veut chavirer, on peut, hein, mais c'est quand même des bateaux un peu plus versatiles que certains multicoques plus acrobatiques. C'est pas le premier risque. Allez, dernière question pour vous, du coup, à propos justement des escales, puisque vous avez tous les deux fait des escales, et même Jérémy a bien tamponné son passeport en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. L'idée de la suggestion, la réflexion de Guillaume autour de rendre ces escales obligatoires, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas du tout le même type de course, donc pas le même type de préparation technique du bateau, donc pourquoi pas, hein, mais c'est vraiment notre format de course. Après, pour nous, c'était les premières escales, donc il y a des choses qu'on fera différentes sur la préparation du bateau et sur même la prévention de certaines avaries. Et après, on sait qu'on va régler un problème et puis on va avoir un autre truc auquel on n'avait pas pensé qui va arriver. Donc on ne pourra jamais, le risque zéro n'existera jamais. Donc
Mais voilà, c'est pas le même type de course, c'est pas le même type de préparation. Donc voilà, pourquoi pas, c'est un format qui est engageant. Mais pour nous, ce sera pas le même travail. Élie? Je pense que ça se discute. Effectivement, je suis sensible aux arguments de Guillaume sur l'intérêt sportif que pourrait représenter d'avoir un nouveau départ tous les 7 ou 8 000 milles. Par contre, je suis plus réservé et beaucoup plus frileux sur les conséquences d'hémorragie financière que pourrait représenter un événement comme celui-là. Donc, c'est pas à balayer du revers de la main, mais si ça pouvait s'inscrire dans une démarche globale de sobriété, on parlait de ça, trouver un cadre en tout cas pour ne pas que ça devienne la Volvo Ocean Race avec des courses à des budgets on pourra plus suivre. Ça serait dommage d'en arriver là et ça serait dommage de tuer la classe par excès d'ambition. Mais il y a sûrement quelque chose à faire autour de ça pour on retrouve l'intérêt sportif tout en gardant voilà, une cohérence économique à nos projets et trouver un moyen de rendre ça un peu raisonnable. C'est pas très bien vu de partir en avion à l'autre bout du monde à 8 ou 9. Comment on peut faire on peut peut-être faire un Pékin Express avec des locaux, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il faut réfléchir à un truc. Pour le vendre, il va falloir trouver des leviers qui répondent à l'actualité du moment. Très bien. Et ben voilà des pistes de réflexion pour la suite. Merci à tous les quatre d'avoir pris le temps. On a déjà largement dépassé le timing imparti. On va vous laisser repartir vers vos débriefs respectifs qui vont meubler les prochaines semaines pour vous. Merci encore à tous les quatre. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce premier Selling Café. Et puis, on vous donne rendez-vous plutôt. Alors, je crois que c'est fin avril, un peu avant le départ de la Transat. Justement, on va parler d'ergonomie des IMOCA. Toutes les équipes à l'arrivée de la Transat retour à la base nous ont dit qu'ils allaient travailler sur l'ergonomie. On va voir s'ils ont bien bossé pour que leur skipper essaye de courir sans doute avec un casque, mais avec un peu moins de risque que la fois d'avant. Merci encore à tous les quatre. Bonne continuation. Et puis, merci à tous. Fin du mois prochain. Ouais, c'est le 25 avril. Je n'avais pas la date, c'est le 25 avril. Voilà, merci. Oui, j'ai mis la date dans le chat. Merci à tous. Je me joins en remerciement. C'était vraiment très intéressant. Et à la prochaine édition, effectivement, on vous donne rendez-vous le 25 avril. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.